Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. 39 morts, c'est le lourd bilan après l'accident de bus mortel survenu ce week-end au Sénégal. Le président Macky Sall a annoncé 3 jours de deuil national et des mesures immédiates pour améliorer la sécurité routière. 4 ans après les dernières élections législatives au Bénin, ce dimanche, le scrutin a été plus inclusif et pour cause, il marquait le retour des partis d'opposition dans la course. Malgré les 6 millions d'électeurs attendus aux urnes, l'affluence était faible. Et à la veille de la présentation du sensible projet de retraite, l'attention est vive côté syndicat. Si la première ministre Elisabeth Borne le dévoilera demain après-midi, la perspective du report de l'âge légal de départ à 64 ans ne passe pas. Des syndicats prévoient déjà de manifester. C'est l'un des accidents les plus meurtriers d'Afrique de l'Ouest et le pire du Sénégal. Ce week-end, une quarantaine de passagers sont morts dans une collision entre 2 bus. L'accident serait dû à l'éclatement d'un pneu. Dimanche, le président Macky Sall s'est rendu sur place et a décrété 3 jours de deuil national. Retour sur ce drame avec Ahmed Paraizo. Des images impressionnantes et un accident des plus meurtriers connus au Sénégal. 39 morts, près d'une centaine de blessés, dont 53 hospitalisés. C'est le bilan tragique annoncé par le gouvernement sénégalais après l'accident de la route mortel survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Le Sénégal a été frappé par une tragédie suite à cet accident de la circulation qui a occasionné la mort de 39 personnes. L'accident a eu lieu dimanche à 3h15 locales près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar. D'après le maire de la ville, alors que 2 bus contenant 139 passagers roulaient, l'un des 2 aurait dévié de sa trajectoire en raison de l'éclatement d'un pneu. La difficulté restera l'identification des autres corps. Ça se fera au fur et à mesure. L'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, mais également aux blessés ou à leurs familles pour pouvoir atténuer leur souffrance. Au lendemain du drame, le président sénégalais Macky Sall s'est rendu sur les lieux et a décrété 3 jours de deuil national. Une annonce qui n'a pas suffi à contenir la colère des familles des victimes qui pointent directement la responsabilité de l'État sur sa mauvaise gestion des routes. Des doléances qui ont conduit le Premier ministre à réunir un conseil interministériel ce lundi pour prendre des mesures portant sur l'état des véhicules, le contrôle technique, la délivrance du permis de conduire ou encore les horaires de transport. Ce dimanche, ils étaient plus de 6 millions d'électeurs à avoir été appelés aux urnes au Bénin. 4 ans après les dernières élections législatives, ce scrutin marquait le retour des partis de l'opposition en lice pour les élections. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme mais avec une faible affluence. Mathieu Nicolas. Au Bénin dimanche, c'était jour d'élection. Un peu plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés, 109 au total. Le scrutin, qui s'est déroulé dans le calme, a été marqué par une faible affluence. Venu accomplir son devoir citoyen, le président s'est dit satisfait de la tournure des événements. Pour le rôle que j'ai, c'est une évidence, c'est un devoir et je l'accomplis avec enthousiasme et beaucoup de plaisir. Je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien. C'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme et qu'on sort, plus personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique, économique, administratif. C'est heureux. Dans le rang des électeurs, la satisfaction est aussi partagée. Beaucoup voient dans la participation de l'opposition à ces élections un affermissement de la démocratie dans le pays. L'organisation est parfaite. Nous remercions les organisations à divers niveaux
et je souhaite vivement que ça se passe dans la paix, surtout dans la transparence, pour que les meilleurs gagnent. Depuis la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement a commencé et se poursuit. Les premiers résultats sont attendus entre mercredi et jeudi. Sur les 7 partis politiques qui participent à ces législatives, 3 sont de l'opposition. Tous les Béninois ont encore à l'esprit les dernières législatives organisées en 2019, marquées par des violences meurtrières. À l'époque, aucun parti d'opposition ne participait au scrutin. Aujourd'hui, le Bénin semble avoir tourné la page des élections de 2019. Et cette information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions, au Gabon, le président Ali Bongo a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Alain-Claude Bilibinze, nouveau Premier ministre. Il remplace à ce poste Rose Christiane Osuka Raponda, nommée elle vice-présidente de la République. Alain-Claude Bilibinze, 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006, était vice-premier ministre et ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Le dossier des soldats ivoiriens détenus au Mali vient de connaître son épilogue. Détenu depuis près de 6 mois par Bamako et condamné à 20 ans de réclusion criminelle, les 46 militaires finalement graciés vendredi par le colonel Assimi Goïta sont de retour en Côte d'Ivoire. Mathieu Nicolas pour les détails. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Enfin, après un bras de fer diplomatique de 6 mois entre Abidjan et Bamako, les soldats ivoiriens sont libres. Il est aux alentours de minuit samedi lorsque le lieutenant Kouassi, drapeau de la Côte d'Ivoire en main, pose enfin le pied sur le sol ivoirien, accueilli par le président Ouattara en personne. La fin de 6 mois de calvaire. Je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour nos familles, heureux pour la nation. La joie des retrouvailles s'est répandue aux abords de l'aéroport où familles, proches et anonymes sont venus manifester la reconnaissance de la nation à ces hommes en armes, désormais considérés comme des héros. À leur tour, les militaires ont aussi tenu à exprimer leur gratitude. Je voudrais exprimer, au nom de tout le groupe, notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour nous, pour notre retour au Bénin. Au cours de la cérémonie d'accueil organisée à leur intention, le président ivoirien Alassane Ouattara a dit avoir enterré la hache de guerre avec le Mali. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères. La main tendue du président ivoirien marque la fin d'un bras de fer de 6 mois entre les autorités des deux pays. Un dénouement qui a récemment été accéléré par la médiation du Togo et pour sceller la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont fait savoir que le président de la transition malienne devrait bientôt se rendre à Abidjan pour une visite d'amitié. Et quelques jours après la grâce présidentielle, les habitants se sont réjouis de cette décision. Pour beaucoup, elle acte une reprise ou du moins l'apaisement des relations diplomatiques entre les deux gouvernements. On les écoute. Notre président, le président colonel Assimi Goïta, a pu gracier ces 49 soldats. Moi, je crois que c'est un ouf de soulagement pour la communauté internationale, pour la communauté sous-régionale et pour tout le peuple malien et le peuple ivoirien. Nous avons des Ivoiriens ici au Mali. Nos autorités ont eu la sympathie de les libérer. J'invite les Ivoiriens également à prendre soin de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire.
C'est une bonne décision de la part des autorités maliennes. C'est cela, être un grand homme. Lorsque quelqu'un se trompe et par la suite la personne reconnaît son tort, il est normal de pardonner ce dernier. En plus, cette décision va permettre d'apaiser les relations tendues entre les deux États. Cette décision permettra de renforcer les liens entre Maliens et Ivoiriens. Avec cette grâce présidentielle, les deux pays auront la paix et la quiétude. C'est une décision salutaire. Et direction à présent le Cameroun où le couple présidentiel a reçu les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. À cette occasion, le président Paul Biya a une nouvelle fois rappelé l'importance de la création d'un marché africain des capitaux et a appelé la communauté internationale à réagir efficacement face aux crises sécuritaires qui menacent la stabilité de certains pays africains. Chimène Baleba, Pierre Parfendogo et Cyril Guijoy. Une ambiance gaie règne à la résidence principale du Palais de l'Unité. Après 2 ans de break suite à la pandémie de Covid-19, 35 délégations vont se succéder devant le président Paul Biya pour transmettre leurs meilleurs souhaits pour l'an 2023. Les membres du corps diplomatique ouvrent le bal de cette double cérémonie. Paul Patrick Biffot, ambassadeur du Gabon au Cameroun depuis 2012 et doyen du corps diplomatique, monte au créneau après le passage des convives. Dans son allocution, il exprime l'espoir de trouver des moyens de sortie de crise dans les régions dites anglophones. En réponse, le chef d'État camerounais a appelé la communauté internationale à accorder un grand intérêt aux conflits qui menacent la stabilité des pays africains. Ces conflits constituent de véritables freins au développement, en même temps qu'ils affectent des populations innocentes. Il revient certes à chaque État de prendre les mesures utiles et nécessaires pour développer la paix en son sein ou avec ses voisins. L'instant s'achève à la salle des banquets où le numéro 1 du Cameroun reçoit les vœux des membres des corps constitués nationaux, membres du gouvernement, autorités administratives, parlementaires. Les Camerounais aussi qui ont certainement suivi cet événement, cette présentation des vœux, sont très heureux, satisfaits de voir le chef d'État debout et partager avec ses compatriotes ces moments d'allégresse. Je suis déterminé plus que jamais en tant que citoyen, en tant que membre du gouvernement, à apporter ma contribution à la mise en œuvre de la politique du président de la République en nous projetant, comme vous le savez bien, vers l'échéance capitale de 2025, le voir en forme, le voir aussi déterminé. Le Palais de l'Unité a abrité durant 2 jours les festivités. Samedi 7 janvier, c'était au tour de la première dame Chantal Biya de recevoir les vœux de nouvel an des épouses des membres du corps diplomatique et des membres des corps constitués nationaux. Nous venons ici représenter Vision 4. C'est beaucoup sur nos épaules, petites épaules, mais on est content d'avoir dit à la première dame heureuse année 2023 au nom du groupe L'Anecdote. On a des projets, on a des préoccupations et que vraiment la première dame, comme elle a toujours œuvré pour le bien-être des Camerounais, qu'elle continue dans cet élan. Des retrouvailles conviviales qui marquent surtout le début d'une année aux défis grandioses sur le plan socio-économique et infrastructurel. En République centrafricaine, durant l'année 2022, de nombreux cas de corruption ont été dénoncés par les autorités. Lors de son adresse à la nation du Nouvel An, le président Faustin Archange Touadéra a réitéré sa volonté de lutter contre la corruption tout en appelant les membres du gouvernement au sens des responsabilités. Le président a également regretté le manque d'ambition de certains de ses ministres. Et restons en Centrafrique. Depuis mercredi dernier, le gouvernement a acté l'augmentation des prix des produits pétroliers. Si cette décision gouvernementale avait pour but de minimiser les charges de la subvention qu'elles octroient en faveur de la population, elle a surtout fait réagir les Centrafricains. Reportage de notre correspondant local, Roland Jean-Paul Chibinda. De manière conjointe, 3 membres du gouvernement centrafricain, respectivement le ministre des Finances, celui du Commerce et celui du Développement de l'énergie, sont arrivés à augmenter le prix des produits pétroliers de la manière suivante. Le super
à 1300 francs CFA le litre. Le pétrole, lampant, à 1150 francs CFA le litre. Le gasoil, à 1450 francs CFA le litre. Cette décision fait suite à la dernière déclaration du président centrafricain Faustin Archange Touadéra lors de son message de Nouvel An. J'avais instruit le gouvernement de maintenir inchangés les prix des produits pétroliers à la pompe. Mais il faut être réaliste. Cette situation n'est pas soutenable en cas d'enlisement de la crise énergétique. Il y a donc une réflexion à mener à ce niveau. Quelles sont justement les dispositions prises par le pouvoir en place pour le respect scrupuleux de la gestion de ces produits pétroliers sur le sol centrafricain? Aujourd'hui, il n'y a plus de raison qu'on ne puisse plus trouver du carburant dans les stations. Il n'y a plus de raison qu'on fasse des colonnes, de longues colonnes pour accéder au carburant. Et nous allons prendre des mesures pour sanctionner, je vous dis bien, poursuivre et sanctionner tous ceux qui se comporteront contrairement aux dispositions qui vont être prises. Des réactions à plusieurs niveaux ont aussitôt suivi la dite décision. Le frais de transport, ça augmente aussi. C'est maintenant à 200. Bus, c'est à 200 et taxi à 2,50. Bon, alors, nous sommes paniqués. Auparavant, on achète le prix, c'est à 885, maintenant à 1300 là. On ne sait pas comment on va faire. L'augmentation de carburant vient de remonter. On ne sait pas comment on va faire. Les conséquences de cette augmentation vont se sentir progressivement dans différents domaines de développement du pays, y compris les activités de la population dont la plupart nécessitent l'utilisation rationnelle de ces produits pétroliers. C'est probablement la fin de l'épidémie d'Ebola en Ouganda. Si aucun cas ne se déclare d'ici mercredi, le ministère de la Santé annoncera la fin de l'épidémie. Depuis le 20 septembre dernier, le pays a enregistré 142 cas confirmés et 56 décès dus au virus. Selon le ministère de la Santé, la déclaration de fin d'Ebola aura lieu mercredi dans le district de Mubende, dans le centre du pays où l'épidémie a commencé. Pour l'heure, il n'existe pas encore de vaccin contre la souche soudanaise du virus, mais 3 vaccins expérimentaux sont actuellement testés en Ouganda après des premières livraisons en décembre. Au Burkina Faso, l'ONU demande une enquête après le massacre de 28 personnes à Nouna, une condamnation lors du procès de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire et de nouveaux rebondissements dans le conflit à l'est de la RDC. C'est le reste de l'actualité réalisée par Lorraine Mabou. Le haut-commissaire des Nations Unies, Volker Turk, a appelé samedi les autorités de transition du Burkina Faso à mener une enquête rapide, complète, impartiale et transparente sur le massacre de Nouna. La semaine dernière, des supplétifs de l'armée ont été accusés d'avoir tué 28 personnes à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, au nord-ouest du pays, la veille du Nouvel An. Après le massacre, une organisation des droits humains au Burkina avait dénoncé des exactions commises par les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, groupe de citoyens recrutés pour défendre leur pays. Ouagadougou a annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances du drame et situer toutes les responsabilités. Le haut-commissaire des Nations Unies souhaite que les autorités demandent des comptes à tous les responsables, quelle que soit leur position ou leur rang. La défense des 4 accusés condamnés à perpétuité pour l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire a annoncé lundi sa volonté de faire appel de ce jugement. En mars 2016, 3 jeunes assaillants avaient pris d'assaut plusieurs restaurants, tirant à la Kalachnikov sur des clients en terrasse avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes. Cet attentat avait causé la mort de 19 personnes. La cour d'assises d'Abidjan a condamné le 28 décembre dernier à la prison à perpétuité 10 accusés pour d'actes terroristes, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et de complicité des 10 faits.
En RDC, les rebelles du M23 se sont engagés à se retirer cette semaine de Rumangabo, une position stratégique dans l'est de la République démocratique du Congo, conquise début novembre. Alors qu'ils poursuivent leur offensive dans d'autres secteurs de la région, une cérémonie de passation est prévue à Rumangabo entre des représentants du M23 et des officiers de la force régionale d'Afrique de l'Est. La cérémonie aura lieu ce vendredi, a indiqué le major Wanyoni Nyakundi, porte-parole de la force de l'EAC. La décision de se retirer intervient après la signature de l'accord de Luanda. À la veille de la présentation du sensible projet de retraite, la tension est vive côté syndicat. Si la Première ministre Elisabeth Borne le dévoilera demain, le gouvernement pencherait pour un report de l'âge légal de départ à 64 ans. Une décision qui ne passe pas auprès des syndicats qui prévoient déjà de manifester. Laurent Leleu. C'est ce mardi en fin de journée qu'Elisabeth Borne lèvera officiellement le voile sur le projet des réformes de retraite, même si ces derniers jours, certains arbitrages, comme l'âge légal, ont déjà fuité dans la presse. Ce serait finalement 64 ans et non plus 65. Un report inacceptable pour les partenaires sociaux. La CFDT, je crois qu'il faut que vous le compreniez, est opposée au recul de l'âge légal de départ en retraite. Donc elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple. Et je pourrais continuer. Et donc, aujourd'hui, on a martelé ce qu'était notre positionnement. La Première ministre a répondu, a écouté. Mais je le dis ici, et je l'ai dit à la Première ministre, s'il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Autre annonce attendue, celle de la pension minimale qui pourrait finalement être étendue à tous. C'était une annonce du président Macron qui s'était engagé durant sa campagne pour une pension minimale équivalente à 85% du SMIC, soit 1 200 €. Vous l'avez noté aussi, la première version c'était à 1 100 €. Et quelqu'un a dû dire dans les couloirs de l'Élysée ou de Matignon, 1 100 €, c'est sous le seuil de pauvreté en France, puisqu'il est à 1 150 €. Donc on va passer à 1 200 €. Mais il faut bien savoir que ces 1 200 €, pour ne pas être trop technique, c'est l'addition du régime général avec les retraites complémentaires. C'est pas le régime général. C'est dans ce contexte de tension sociale que l'annonce de la Première ministre est attendue par les Français. Sans surprise, les syndicats ont annoncé que si le gouvernement ne changeait pas sa position, ils promettent à l'exécutif une mobilisation sans précédent. Donc si on reste sur cette question-là, on a appelé nos militants sur tous les territoires à préparer la mobilisation, donc ici prépare. Du côté du gouvernement, on tente de relativiser, persuadé du bien fondé de cette réforme, même si au sommet de l'État, on s'inquiète surtout de voir des mouvements partir de collectifs spontanés, hors des structures classiques, comme l'a été le mouvement qui a perturbé les fêtes de fin d'année à la SNCF. Près de 6 mois après les inondations dévastatrices au Pakistan qui ont coûté la vie à près de 1700 personnes, le président français Emmanuel Macron promet une aide. Annonce faite ce lundi à l'occasion de la conférence internationale de l'ONU et du Pakistan qui vise à aider le pays à mobiliser la moitié des 16,3 milliards de dollars nécessaires pour se reconstruire. La France s'est dite prête à délivrer une enveloppe de 360 millions d'euros. Le 28 août dernier, pour rappel, la province du Sindh au sud du Pakistan a été frappée par des pluies torrentielles qui ont endommagé 2 millions de maisons et ont fait plus d'1 millier de morts. Écoutez Emmanuel Macron à ce propos. Nous devons donc démontrer que lorsqu'un pays est exposé à un choc de cette ampleur, la communauté internationale et en particulier l'ensemble des institutions financières sont capables de se mobiliser pour l'accompagner vers une reconstruction plus résiliente. Au Pakistan, nous avons donc décidé de mobiliser un total de 360 millions d'euros de projets qui vont être lancés pour répondre aux défis de la reconstruction résiliente et donc de l'adaptation climatique. Et on se quitte sur ces images, tristes images, puisque comme vous pouvez le voir, ces pistes de ski ont vu leur neige fondre. Illustration du dérèglement climatique, des dizaines de stations de ski alpine sont fermées et de nombreux autres réduisent leurs services, comme d'autres pays européens. L'Autriche a connu ces derniers jours des températures particulièrement chaudes pour une saison hivernale, à tel point que des experts qualifient la météo d'extrême.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas l'édition de la mi-journée présentée par Laurent Leleu. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud.